Alors, Cécile Lanotte, moi, je suis avocat. C'est vrai on s'est rencontrés il y a 3 ou 4 ans et j'interviens, alors c'est pour à ce titre-là, beaucoup en droit de l'urbanisme et puis forcément en urbanisme, puisque ça concerne tous les projets d'aménagement, de construction, de démolition, d'abattage d'arbres. C'est à ce titre-là que je suis intervenue sur des projets pour contester des projets d'abattage d'arbres. Alors, ce n'est pas la totalité de mon activité et je vais commencer par une petite remarque liminaire. On croit toujours que l'avocat sait tout, qu'il a les réponses à tout. Ce n'est pas le cas parce que souvent, c'est un gros travail de recherche. Donc, il est possible aussi, dans les questions que vous me poserez ce soir, que je n'ai pas les réponses. Vous serez peut-être déçus, mais du coup, si jamais il y a des questions que vous voulez m'envoyer par la suite, on pourra tenter d'y répondre. Mais si tout était si évident, il n'y aurait pas de contentieux parce qu'on n'aurait pas besoin de débattre devant un juge des règles et de la manière dont il faut les interpréter. Alors, je continue ou pas là tout de suite? Oui. D'accord. Donc, on m'a demandé ce soir de parler exclusivement de l'article Il y a des petits problèmes de son, c'est madame 3 du Code de l'environnement qui a été modifié. Ah. Ouais, il y a des petits bugs, je sais. Excusez-moi. Vous ne m'entendez pas? Ça ne passe pas bien? Ça passe pas. En fait, c'est que votre image est figée et donc ah voilà, là ça revient, mais ça revient. Voilà. Okay. Je vais me mettre en partage de connexion avec mon téléphone, ce sera mieux que le On règle les petits problèmes, ouais, d'abord, comme ça va. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Ok. Donc, n'hésitez pas à me dire s'il y a des problèmes. Donc, on m'a demandé de parler exclusivement de l'article 350-3 du Code de l'environnement qui a été modifié récemment par la loi 3DS du 22 février, ou je ne sais plus exactement, de février 2022 en tout cas, voir ce que ça avait pu modifier dans cet article et puis comment est-ce que le juge a tiré les conséquences de cette modification. Alors, tout de suite, pour savoir, c'est ce que je disais avant qu'on commence, pour savoir comment est-ce que le juge a tiré les conséquences de cette modification, on n'a pas vraiment de recul parce que les délais de jugement, en tout cas devant le juge administratif, ils sont de l'ordre d'1 an et demi, 2 ans. Donc, on est à peine on est à 6 mois, donc on ne peut pas encore savoir comment le juge du fond jugera, encore moins comment les cours et comment le Conseil d'État ensuite viendra se prononcer pour unifier la jurisprudence. Donc, j'ai fait un peu de recherche sur ce point pour tout à l'heure pour voir s'il y avait des décisions en urgence en référé. Donc, je reviendrai dessus, mais je n'en ai pas trouvé beaucoup. Voilà. Donc, je vais revenir d'abord peut-être rapidement sur la nouvelle rédaction de l'article L350-3 avant de reprendre les questions qui m'ont été envoyées. Donc, j'ai une vingtaine de questions qui m'ont été adressées. Mais je les reprendrai une à une. Vous retrouverez sans doute les questions que vous avez envoyées. Je ne sais pas comment ça se passe. Est-ce que après, à chaque fois qu'on répond à une question, on peut vous pouvez intervenir ou pas? Comment ça? Je répondrai, j'apporterai la réponse et puis c'est ce que vous avez en tête. Je pense que c'est mieux d'essayer moi je pense, je propose, c'est que toutes les questions qui vous ont été posées, il y a quand même des grandes thématiques et il y a des récurrences. C'est que déjà on essaie de balayer tout ça, que chaque personne qui nous a envoyé ces questions puisse noter dans un coin s'il y a des choses qui n'ont pas été précisées et on y revient après parce que sinon on risque, je ne sais pas, je propose ça, mais je pense que c'est ce qu'il y a de mieux parce qu'il y a beaucoup de monde. Et voilà, et il y avait il y avait quand même 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oui, j'ai une vingtaine de questions. Il y a une vingtaine de questions réparties sur 6 antennes qui ont été transmises. Voilà. Merci. Donc, je reprends l'article L350-3 rapidement, donc avec tous les différents alinéas. D'abord, en ce qui concerne là, ça ne doit pas être de très bonne qualité. Ce qui concerne le champ d'application. Alors, c'est vraiment assez spécifique. C'est les arbres et alignements d'arbres. Et la loi a modifié, a restreint un peu le champ d'application parce qu'il était auparavant question des voies ouvertes à la circulation publique. Et aujourd'hui, on n'a plus que les voies on avait auparavant les voies de communication, on n'a plus que les voies ouvertes à la circulation publique. Ce qui veut dire que toutes les voies qui sont des voies de communication, mais qui sont privées et non ouvertes à la circulation publique, ça les sort du champ d'application de l'article. Alors, en général, les actions que vous menez sont peut-être liées à des voies de communication publique, mais
En tout cas, il y a une petite différence qui est entrée en vigueur. Ensuite, la loi a conservé les dérogations qui étaient déjà prévues antérieurement et que vous connaissez, donc tout ce qui est lié à l'état mécanique, à l'état sanitaire des arbres et puis à l'esthétique de la composition. Donc ça, c'est toujours les mêmes conditions. En revanche, la procédure dérogatoire a été précisée et il faut… Excusez-moi, il y a quelqu'un qui a partagé l'écran. Il peut suspendre le partage d'écran. J'ai un petit souci, moi. C'est vous qui avez partagé l'écran, Maître Hanout? Je ne crois pas. Non, voilà, merci. Ok, c'est bon. Merci. Okay. Donc, la procédure dérogatoire a été précisée. Donc, aujourd'hui, quand il y a un projet d'abattage ou de coupe d'arbres d'alignement, il faut faire une déclaration préalable au préfet. Et c'est cette déclaration préalable, la réponse qui apportera le préfet, qui pourra permettre ou non l'abattage d'arbres. Il y a une exception à cette procédure, c'est en cas de danger imminent. Donc, si les arbres présentent un danger imminent, là, on peut, la personne qui porte le projet d'abattage peut procéder à l'abattage d'arbres sans cette déclaration préalable auprès de la préfecture. Alors, j'ai trouvé une décision ce matin, tout à l'heure, en référé, où le juge des référés a fait application de cette condition de danger imminent en la retenant. Donc ça, c'est une première chose. La loi a étendu encore les hypothèses de dérogation par rapport à ce qui existait auparavant. Il y avait la nécessité d'abattre pour les besoins des projets de construction. Donc c'était assez spécifique, même parce qu'il y a des questions de construction, même si le juge interprétait ça largement. Mais en tout cas, maintenant, la loi prévoit vraiment de manière explicite que c'est tous les projets de travaux, d'ouvrages, d'aménagement. Donc, c'est assez large, ce qui permet à ceux qui sollicitent la dérogation d'y faire rentrer un peu tout. Alors, quand on rentre dans cette dérogation-là, la procédure est différente. Ce n'est plus une déclaration préalable, c'est une demande d'autorisation. Donc, il faut que le préfet autorise. Donc, c'est peut-être, on peut imaginer qu'il y aura un contrôle un peu plus précis de la part du préfet. Ensuite, évidemment, ces dérogations qui rendent possible l'abattage sont soumises à une autre condition. Donc, quelle que soit la dérogation, il faut que le porteur de projet ait prévu ce qu'on appelle des mesures d'évitement et des mesures de compensation que le préfet va vérifier. Donc, c'est tout ce qu'on appelle les ERC, éviter, réduire, compenser. Donc, il faut que le porteur de projet précise qu'il a essayé de faire autrement, qu'il a évité l'abattage et qui va compenser les atteintes à l'environnement et l'abattage des arbres. Donc, le préfet va porter une appréciation sur le caractère suffisant des mesures qui lui sont proposées. Autre condition, il faut que ces mesures de compensation, elles se fassent prioritairement à proximité des alignements concernés. Alors, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Je ne sais pas encore, mais c'était peut-être pour éviter ce que moi j'avais vu et ce qu'on contestait souvent, c'était quand il y avait un îlot de fraîcheur quelque part, quand il y avait des arbres, des alignements, des allées, qu'on abatte les arbres à un endroit et puis que la commune, la municipalité nous dise « oui, mais à 15-20 km, j'ai prévu de replanter des arbres ». Oui, mais concrètement, ce n'est pas là, à l'endroit où se trouvaient les arbres, qu'on va compenser l'atteinte à l'environnement qui est créé. Donc, je pense que là, il y aura un contrôle de la part de l'administration et de la part du juge pour vérifier que ça se fait vraiment à proximité, donc là où les arbres ont été abattus. Donc pour préserver la qualité des paysages tels qu'ils existaient auparavant. Alors, autre condition, lorsque parmi les pièces qui doivent être soumises au préfet, lorsqu'on fait état d'un mauvais état sanitaire ou d'un mauvais état mécanique des arbres, il faudra que le porteur de projet produise une étude phytosanitaire. Donc, je suppose que l'administration, donc le préfet et le juge vérifieront que cette étude phytosanitaire a été correctement faite et qu'elle met en évidence un mauvais état mécanique ou un mauvais état sanitaire de l'arbre. Donc, il faudra être vigilant sur ce point. Dernier alinéa de l'article L350-3, c'est ce fameux décret d'application. Donc, il est prévu un décret d'application pour, notamment, donc, je suppose que ce sera pour ça, pour tout ce qui concerne les délais d'instruction des demandes. Donc, aujourd'hui, on fait la déclaration préalable, le porteur de projet fait la déclaration préalable à la préfecture, ou quand c'est pour un projet de travaux ou d'aménagement, il faut qu'il dépose son autorisation et on ne sait pas de combien de temps le préfet dispose pour rendre sa décision. Ça, c'est encore une inconnue. Alors, on peut imaginer que c'est les délais
qu'on a d'habitude en droit administratif de 2 mois et qu'à l'issue de 2 mois, il rend une décision implicite de rejet. Mais ce n'est pas évident parce que le principe, c'est aussi que le rejet, enfin, le silence peut valoir acceptation. Donc, il faudra que le décret se précise sur les délais d'instruction de la demande, les délais en cas d'opposition à déclaration de préalable, donc dans quel délai il peut s'y opposer, et puis sur les documents un peu plus précis qui devront être joints à la demande du porteur de projet d'abattage. Puis il faudra que le décret se prononce aussi sur les sanctions. Donc, le législateur a habilité le pouvoir réglementaire à prendre des sanctions en cas de méconnaissance de cet article, mais on ne sait pas encore quelles elles seront. Et ça rejoint certaines questions qui m'ont été posées. Quelles sont les sanctions en cas de méconnaissance de cet article? Pour l'instant, à part un recours indemnitaire parce qu'il y a une décision illégale qui a été prise, on n'a pas vraiment de sanctions prévues par un texte. Voilà. Donc, la question qui se pose et qui a été posée, et je vais commencer par celle-ci, c'est puisque l'article L350-3 prévoit un décret d'application, est-ce qu'il est applicable sans ces décrets d'application? Alors, je vous citais 2 décisions de tribunaux administratifs que j'ai trouvées qui en font application. Donc, ils font application de cet article dans sa nouvelle version. Donc, dans sa nouvelle version, malgré l'absence de décret d'application. Donc, on peut imaginer que oui, que c'est applicable, que c'est invocable. En tout cas, il faut l'invoquer parce que la condition en droit administratif pour qu'un article de loi soit applicable, c'est que s'il n'y a pas le décret, c'est manifestement impossible d'en faire application. Là, on ne peut pas dire que c'est manifestement impossible de faire application de cet article. Donc, on a déjà des tribunaux qui l'ont appliqué et en tout cas, il faut absolument continuer à s'en prévaloir et c'est parce qu'on s'en prévaut que le juge l'applique. Et puis, plus les juges l'appliquent, plus les autres juges des autres tribunaux sont convaincus qu'il faut le faire. Je n'ai pas la réponse, la vraie réponse qui serait celle qui serait rendue par le Conseil d'État, mais je pense qu'on peut imaginer qu'il est applicable puisqu'il a déjà été appliqué. Alors, on m'a envoyé un lien avec un lien vers la consultation du public actuellement ouverte à propos de ces décrets d'application. Effectivement, ça renvoie vers une page qui n'existe pas. Donc, je ne sais pas ce qu'il en est exactement. J'avais une question que je n'avais pas complètement comprise. On me demandait si l'avis qui avait été rendu par le Conseil d'État qui disait que le 350-3 devait être instruit avant le permis, c'était toujours valable. Alors, auparavant, il fallait que le permis se prononce en même temps. C'était en même temps. En tout cas, aujourd'hui, c'est vraiment 2 choses distinctes. On a un permis de construire, donc on a une autorité compétente. En général, c'est la commune qui est compétente, ou le maire, pour délivrer les permis ou ne pas s'opposer aux déclarations préalables. Mais ensuite, aujourd'hui, on a une seconde décision qui devra être rendue par le préfet. Donc, c'est vraiment 2 choses distinctes. Mais je pense qu'il faudra, pour pouvoir mettre en œuvre un permis qui autoriserait, dans le cadre d'un projet, un abattage d'arbres, il faudra que le préfet ne s'y soit pas opposé. Voilà. Donc, il faudra les 2. Alors, on me demandait si une société qui est mandatée par la ville, une commune qui a pour projet d'abattre les arbres, enfin, toujours des arbres inhalés ou des arbres d'alignement, qui fait appel à une société qui la mandate pour abattre, est-ce que cette même société peut elle-même réaliser l'étude phytosanitaire? Est-ce qu'il n'y a pas un conflit d'intérêts entre celui qui a intérêt à abattre, parce qu'il est mandaté pour le faire, et puis celui qui va se prononcer sur l'état mécanique ou l'état sanitaire des arbres? Alors, sur le papier, évidemment, on se dit que ça ne fait pas très bon effet. En tout cas, c'est quelque chose que vous pouvez toujours soulever dans le cadre d'un contentieux. C'est quelque chose dont il faut menacer, en tout cas, la collectivité. Mais le juge administratif n'est pas très enclin à retenir les histoires de conflits d'intérêts entre les gens il faut vraiment avoir quelque chose à faire valoir, mais je n'ai pas la réponse. Je sais que le juge administratif ne retient très peu les situations de conflit d'intérêts, sauf si on lui met vraiment sous le nez quelque chose qui est grossier. Mais en tout cas, c'est quelque chose qu'il faut soulever, oui, absolument. Voilà. Alors, on me demande s'il est normal qu'un maire sans autorisation préfectorale puisse porter atteinte à des arbres d'alignement qui sont donc protégés par l'article L350-3 pour réaménager un parking pour un projet de requalification d'un centre-ville. Donc non, normalement, si jamais le préfet ne sait pas, en tout cas, s'il n'y a pas eu de déclaration préalable auprès
Alors, si jamais il y a des arbres, hein, si jamais il y a des arbres pour la requalification de ce centre-ville, il faut que le porteur de projet fasse une déclaration préalable. Et là, j'imagine que si c'est un abattage pour les besoins, donc selon le texte de l'article, pour les besoins de travaux ou d'aménagement, ce genre de choses, il faut même que ce soit une autorisation. Donc, normalement, il faut que le préfet ait autorisé l'abattage des arbres. C'est-à-dire que même si le maire a délivré le projet d'aménager, je suppose que c'est peut-être un projet d'aménager, dans le cadre de ce projet de requalification du centre-ville, il faut aussi que le préfet, si on applique l'article L350-3, il faut aussi que le préfet délivre son autorisation préfectorale. Et là, c'est l'alinéa 1, 2, 3, 4. Donc, c'est l'alinéa 4 de l'article L350-3. Donc, on me dit notre demande de dérogation préfectorale est restée lettre morte. Alors, je ne sais pas exactement ce qui avait été demandé, mais on pourra en reparler ensuite. Mais en tout cas, non, il faut absolument une autorisation. Alors, il y a beaucoup de questions sur les obligations d'affichage des arrêtés, donc des décisions de non-opposition à déclaration préalable ou d'affichage des permis qui peuvent autoriser dans le cadre d'un projet un abattage d'arbres, d'arbres d'alignement. L'affichage qu'on a, il y a deux types d'affichage. Il y a d'abord quand vous déposez une demande, alors quand le porteur de projet, parce qu'en général, vous, je suppose que vous vous opposez plutôt au projet d'abattage d'arbres, quand le porteur de projet dépose une demande, il faut que sa demande, donc qu'il s'agisse d'une déclaration préalable ou d'un permis, il faut que sa demande soit affichée en mairie. Parce que ça vous permet, vous, de savoir qu'il y a un projet qui est demandé, qui risque d'être autorisé. Donc, ça vous permet de vous mettre en état pour éventuellement le contester. Et puis, ça vous permet de suivre et d'attendre la naissance de la décision qui va autoriser ce projet. Donc là, il faut un affichage. Mais ce n'est pas spécialement prévu à peine d'irrégularité de la décision. Il y a un autre affichage, une fois que la décision d'autorisation a été accordée par le maire, il faut que ou le permis de construire ou la décision de non-opposition à déclaration préalable d'abattage d'arbres soit affichée sur le terrain. Donc, il faut que ce soit affiché sur le terrain. Mais la seule conséquence, si ça n'est pas affiché, ce n'est pas l'illégalité de la décision qui autorise l'abattage des arbres. La seule conséquence, qui peut être positive pour nous, c'est que le délai de recours contentieux ne commence pas à courir. Donc, ça veut dire que vous savez que le délai de recours contentieux, quand il y a une décision qui est prise par une administration, c'est très court, c'est 2 mois. Ce délai de recours contentieux qui vous permet de saisir le tribunal, il commence à courir à compter de l'affichage sur le terrain de la décision. Si jamais ce n'est pas affiché sur le terrain, le délai ne court pas. Donc, au bout de 6 mois, par exemple, vous pouvez toujours contester la décision. Mais cette absence d'affichage sur le terrain, elle n'a aucune conséquence sur la légalité de la décision. Donc, ce n'est pas un moyen d'annulation devant un tribunal. Ça peut avoir un intérêt pour le délai de recours, mais ça n'a pas d'intérêt à être soulevé pour demander l'annulation d'un permis ou d'une décision de non-opposition à déclaration préalable. Alors, parmi les questions qui étaient posées, c'était aussi de savoir si ça avait une incidence sur le caractère exécutoire de la décision. En disant, si on n'affiche pas, on ne peut pas l'exécuter. Ça n'a pas non plus d'incidence sur le caractère exécutoire de la décision. En général, un permis de construire, il est exécutoire dès le jour où il est rendu, où il est notifié. Donc, ça veut dire que le porteur de projet, si jamais il veut abattre ses arbres, parce que dans le cadre d'un permis d'aménager, s'il veut les abattre tout de suite, il peut les abattre dès le lendemain du jour où le permis a été rendu. Il y a une seule exception, et là, la décision de non-opposition à déclaration préalable n'est exécutoire qu'un mois plus tard. C'est l'article R424-1 qui le prévoit, donc R424-1, qui prévoit que la décision de non-opposition à déclaration préalable d'une coupe ou abattage d'arbres est exécutoire un mois après la date à laquelle elle a été acquise. Donc, effectivement, quand la déclaration préalable porte uniquement sur la coupe et l'abattage, c'est exécutoire qu'au bout d'un mois. Mais il peut arriver aussi que l'abattage ne soit pas soumis à déclaration préalable. Donc là, on n'a pas de décision, donc on peut imaginer que ce soit tout de suite abattu s'il n'y a pas la décision du préfet. Mais sinon, si c'est peut-être pas très évident ce que je suis en train de raconter, mais si jamais l'abattage a été autorisé dans un permis, là, on peut être un peu embêté.
Donc, voilà, pour cette histoire d'affichage, ça n'a pas forcément toujours les conséquences qu'on espère pouvoir donner à l'absence d'affichage. Ensuite, on passe toujours un peu dans le même esprit. On me demandait si l'obligation d'affichage des décisions était opposable aux collectivités territoriales. Oui, de la même manière, c'est quand une commune bénéficie d'un permis ou d'une décision de non-opposition, elle aussi, pour faire courir le délai de recours, elle doit l'afficher. Mais comme je le dis, ça n'a qu'une incidence sur le délai de recours, donc ça n'a pas… enfin, ça peut être utile parce que pour le cas typiquement agien, l'abattage avait été autorisé à l'époque dans le cadre d'un permis d'aménager qui n'avait pas été affiché sur le terrain. Et c'est comme ça qu'en arrivant plus de 6 mois après, on avait pu contester malgré tout le permis d'aménager et donc l'abattage des arbres parce que le délai de recours n'avait jamais commencé à courir et le tribunal administratif d'Orléans avait exigé que vraiment le permis soit affiché sur le terrain, donc vraiment à l'endroit où ça allait avoir lieu. Donc, ça peut être intéressant. Ensuite, on me demande si il y a un projet immobilier qui prévoit l'abattage de 10 tilleuls d'alignement. Je suppose que c'est un projet d'alignement privé, mais je ne sais pas. Donc, 10 tilleuls d'alignement, dont 2 centenaires. Il y a un volet paysager qui prévoit une mesure de compensation, comme le prévoit l'article L350-3, donc 13 arbres dans les jardins privatifs. Est-ce que ça fait partie du volet paysager ? A priori, je n'ai pas le dossier, mais a priori, oui, on a des mesures de compensation qui prévoient à proximité de l'endroit où les arbres vont être abattus, qui prévoient à proximité de replanter des arbres. Donc, on en abat 10, on en replante 13. Ce sera au préfet de se prononcer sur le caractère suffisant de cette mesure de compensation, savoir si ça permet de déroger à l'interdiction, au principe de l'interdiction d'abattage de ces arbres d'alignement. Je dis oui a priori, mais à voir si c'est suffisant et comment ça a été fait. Après, voir aussi si on rentre bien dans les autres dérogations, parce qu'il y a l'état sanitaire, l'état mécanique, l'esthétique de la composition. Donc ça, c'est ou. Mais en tout cas, il y a toujours les mesures de compensation. Donc, il faut voir si les autres conditions dans ce projet sont remplies. Est-ce que l'état mécanique est en mauvais état, l'état sanitaire, et puis est-ce que vraiment c'est nécessaire pour les besoins des projets de travaux, d'ouvrage ou d'aménagement? Est-ce que c'est vraiment nécessaire? Là, pour le coup, je ne sais pas. Donc, il faut vérifier cette condition aussi. Pas seulement la mesure de compensation, mais l'autre condition qui est même préalable. J'ai des questions sur les formulaires d'abattage. Donc, la formulaire DP 13404, savoir si c'est réservé aux demandes des particuliers. Non, ce n'est pas réservé aux demandes des particuliers, de la même manière que si jamais la commune a un projet ou un département a un projet qui est soumis au droit de l'urbanisme, il faut qu'il utilise les mêmes formulaires pour effectuer leur demande de permis ou effectuer leur déclaration préalable. Donc ça, c'est acquis. On parlait ensuite d'un autre formulaire, savoir si ça se substituait au formulaire précédent. Donc, c'est l'autre formulaire, c'est 12 530. Alors ça concerne c'est complètement différent. Ça concerne les autorisations administratives de coupe de bois ou d'abattage d'arbres, mais pour les propriétés forestières. Donc, pour les propriétés forestières qui sont soumises à des plans simples de gestion. Donc, ce n'est vraiment pas notre problématique ici sur l'article, et ça concerne les propriétés forestières qui ont une superficie supérieure ou égale à 25 hectares. Donc, c'est vraiment pas c'est vraiment deux choses différentes. J'ai une question aussi ensuite sur le droit d'accès aux documents administratifs. C'est vrai que souvent, pour pouvoir exercer pour savoir si on peut s'opposer ou pas, dans quelle mesure on peut s'y opposer, on a besoin un peu d'avoir en main les éléments qui ont été soumis à l'appréciation de la commune. Donc, comment les projets ont été construits, est-ce qu'ils sont justifiés ou pas par toutes les dérogations, donc est-ce qu'il y a des études phytosanitaires, enfin, quel est le projet de construction dont il est question. Donc, on fait des demandes de communication de documents administratifs à la commune, puis la commune, souvent, parce qu'elle sait qu'on va contester son projet, ne répond pas. Donc, on me demandait si
Alors, après avoir émis un avis, donc là, d'après ce que je comprends, il y avait un problème de 88 arbres quand même, d'alignement qui étaient protégés et il y avait ayant conduit à abattre. Donc, je suppose qu'ils ont été abattus et ensuite, quelqu'un qui a fait une demande de communication de tous les documents de la procédure qui avait conduit à l'abattage de ces arbres. Apparemment, donc vous faites la demande, l'administration a 1 mois pour répondre à votre demande de communication de documents. À l'issue de ce délai d'1 mois, si jamais elle n'a pas répondu, c'est une décision implicite de rejet. On ne peut pas tout de suite saisir le tribunal de cette décision de rejet qui refuse de communiquer les documents. Il faut faire un recours administratif préalable obligatoire devant la CADA, devant la commission d'accès aux documents administratifs. Donc, on a un délai de 2 mois ensuite pour saisir la CADA et apparemment, la CADA va étudier le dossier, va demander à la commune de lui faire part de son avis et puis va rendre un avis. Alors, elle peut confirmer la position de la commune. Dans ce cas-là, la commune, évidemment, ne communiquera jamais les documents, mais on peut ne pas être d'accord avec la CADA. Hein. Ou alors, la CADA peut rendre un avis favorable à la communication des documents qu'on demandait. Dans ce cas-là, la commune dispose d'un délai pour ou suivre l'avis de la CADA ou au contraire confirmer son refus. Si la commune confirme son refus ou que la CADA même a rendu un avis défavorable à la communication, vous avez la possibilité de saisir le tribunal, mais sans avoir à reformuler votre demande. Alors évidemment, donc je rappelle les délais, vous demandez la communication du document, la mairie a 1 mois. Si elle refuse, vous avez 2 mois pour saisir la CADA et à compter de l'enregistrement de votre demande par la CADA, la commune a 2 mois pour confirmer ou pas sa demande. Donc, si la commune confirme sa demande à l'expiration de ce délai de 2 mois, évidemment, relancez-la peut-être pour savoir si elle maintient sa position ou si elle entend vous communiquer les documents. Et si jamais elle confirme, là, il faut saisir le tribunal administratif d'un recours dirigé contre le refus de la commune de communiquer les documents. Le problème, c'est que forcément, c'est des procédures qui prennent du temps et puis qui coûtent des sous, mais on peut ne pas avoir d'autre choix. Enfin, qui coûtent des sous, vous pouvez le faire tout seul. Hein. Là, pour le coup, il n'y a pas de ministère d'avocat obligatoire. C'est vraiment des procédures qui sont assez simples. Mais en tout cas, on n'a souvent pas d'autre choix que de saisir le tribunal parce que l'administration retient les décisions, retient les documents dont nous, on peut avoir besoin. Parce que donc là, ça fait suite avec une autre question. Est-ce que les prélèvements et autres diagnostics peuvent et doivent être mis à la disposition du public ou de ceux qui les demandent? Alors, à partir du moment où c'est un document administratif, oui, c'est communicable. Donc, n'importe qui, sans que vous ayez besoin de justifier d'un intérêt particulier, c'est communicable à n'importe quelle personne qui en fait la demande. Donc, prélèvements, autres diagnostics qui ont servi de base à l'élaboration de la décision qui va finalement autoriser l'abattage des arbres, tous ces documents préparatoires, une fois que la décision a été rendue, ce sont des documents administratifs communicables. Il ne faut pas vous laisser impressionner par la mairie qui vous dirait que non, c'est des documents privés éventuellement qui ont été communiqués par le porteur du projet dans le cadre de sa demande. Non, c'est des documents qui ne portent en plus atteinte à aucun secret industriel. Enfin, vraiment, c'est juste des documents qui ont servi de base à la préparation de la décision. Vous avez vraiment le droit d'en obtenir la communication. Donc, les prélèvements, les études phytosanitaires, comme pour les permis de construire, tout le dossier de demande, les notices de présentation, enfin vraiment tous les plans, tout ce qui a été soumis à l'administration. Donc, à partir du moment où c'est en possession de l'administration, c'est un document administratif, elle doit vous le communiquer. Alors, une autre question ensuite, c'est plus dans cette thématique de la communication des documents, me dit si les arbres d'alignement sont soi-disant protégés par l'article L350-3, comment se fait-il que les élus et les collectivités puissent couper les arbres dans toute la France, parfois sans attendre le jugement d'un recours déposé auprès du tribunal, sans avoir le moindre problème avec la justice? Eh bien oui, je suis d'accord. Alors, ce qu'il faut se rappeler, c'est que on a une administration, le droit administratif en France, elle bénéficie de ce qu'on appelle le privilège du préalable. Donc, normalement, l'administration, elle est censée intervenir dans un but d'intérêt général. Donc, pour ne pas que son action soit paralysée, elle bénéficie de ce qu'on appelle le privilège du préalable. Donc, dès qu'elle prend une décision,
cette décision, elle est présumée légale et elle est exécutoire. Donc, elle a le droit de l'exécuter, de l'exécuter. C'est la raison pour laquelle les recours ne sont pas suspensifs. Donc, s'il y en a un recours qui demande l'annulation d'une décision qui autorise l'abattage des arbres, donc que ce soit la décision du maire ou maintenant l'autorisation du préfet, qui autorise de déroger à l'article 350-3, ce recours, il n'est pas suspensif. Donc, alors on peut évidemment penser que la commune, parce que c'est politique aussi, fera le choix de ne pas se précipiter, d'attendre le jugement du tribunal, ça d'attendre 2 ans, mais parfois elle n'a pas le temps d'attendre 2 ans, elle n'a pas envie d'attendre 2 ans, et rien ne lui impose d'attendre 2 ans. Dans ce cas-là, il faut faire des procédures en urgence, les procédures de référé suspension ou de référé liberté, pour demander la suspension de la décision. Donc, vous saisissez le juge du référé qui, là, se prononce en un mois en faisant valoir une situation d'urgence et puis un doute sérieux sur la légalité de la décision. Et c'est seulement si le juge du référé suspend que là, l'administration a l'obligation d'attendre. Mais sinon, vraiment, rien ne lui interdit. Et c'est ensuite seulement sur le terrain indemnitaire que ça pourra se jouer si jamais les arbres ont été abattus. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Surtout que pour l'instant, l'article 350-3 ne prévoit pas de sanctions. Alors peut-être que le jour où des sanctions auront été prévues, qui seront peut-être un petit peu, vraiment que j'arrive pas à trouver le mot en français, en tout cas qui pourront faire en sorte que ça fera peur. Dissuasive. Voilà, merci, dissuasive. Peut-être que ça dissuadera justement les collectivités, mais pour l'instant, on n'a rien qui les dissuade vraiment. C'est pour ça que le référé suspension, il faut s'en saisir, parce que moi, les affaires dans lesquelles j'étais intervenue, et notamment à Châtel-Layon-Plage, on avait obtenu la suspension en référé, et compte tenu des délais de jugement qui étaient de 2 ans, le maire n'avait pas eu envie d'attendre 2 ans pour mener à bien son projet, il avait renoncé, il en avait fait un autre, donc qui, cette fois-ci, respectait les arbres. Donc voilà, donc malheureusement, effectivement, et puis parfois ça se fait sans qu'on soit au courant, donc ils exécutent leurs décisions et voilà. Et donc jusqu'à quel point les arbres d'alignement peuvent-ils être protégés? Si jamais ça passe inaperçu qu'ils agissent sans que personne s'en rende compte et sans qu'il y ait de collectifs qui se montent, de collectifs citoyens qui attirent l'attention de la collectivité sur les projets ou publics ou privés, on ne peut pas faire grand-chose. Voilà. Ensuite, autre question, à partir de quand un alignement dont certains arbres ont été coupés cesse d'être un alignement protégé par l'article L350-3? Alors, j'ai envie de dire, tant que ça s'est protégé, tant que ça ressemble à un alignement, tant qu'on peut raisonnablement penser qu'il y a une allée d'arbres ou qu'il y a des arbres, au moins 2 ou 3 qui sont alignés, l'alignement est toujours protégé. Après, évidemment, c'est une qualification juridique, l'allée d'arbres ou l'alignement d'arbres. Donc, on qualifie des faits et donc ça dépend des faits. Et faut voir, mais il ne faut pas hésiter parce que des arbres ont été abattus, à continuer à dire que ce sont bien des arbres alignés. Surtout dans le contexte actuel, on peut imaginer que les juges seront un peu plus sensibles à la problématique environnementale pour qualifier justement certains alignements, même en cas d'abattage de certains arbres, d'alignement d'arbres. Donc, il ne faut pas se laisser impressionner, en tout cas, par ce qu'on peut nous dire. Ensuite, comment interpréter? Alors là, je n'ai pas tout à fait compris la question, l'article L100. Donc là, c'est pour les espaces boisés classés. On sait si un boisement ou des arbres sont classés en espaces boisés classés, évidemment, ça fait obstacle à toute autorisation de défrichement et que si on veut couper ou abattre des arbres dans un espace boisé classé, il faut faire une déclaration préalable. Oui, donc c'était L130-2, mais je pense que c'était le 1 en fait, dont on parlait. La saisine et l'avis du préfet sont-ils obligatoires? Là, moi, de ce que je comprends de l'article, c'est qu'il faut faire cette déclaration préalable auprès de l'autorité compétente, donc qui est le maire, à mon sens. Si jamais c'est un alignement d'arbres, si cet espace boisé classé se trouve en plus être un alignement d'arbres, j'ai envie de dire oui, il faut que l'article L350-3 soit respecté et donc il faut ou faire une déclaration préalable si on est dans une certaine catégorie de dérogation, ou il faut même faire demander une autorisation si c'est pour les projets donc les projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagement. Donc oui, je pense que ça l'est. Mais tout ça, on le saura évidemment qu'au fur et à mesure que
et les tribunaux, et puis surtout le Conseil d'État se sera prononcé, mais en tout cas, pour l'instant, il faut le soutenir. Que si ce n'est pas soutenu, le Conseil d'État ne pourra pas le valider. Alors, dans quel cas doit-on se référer au code de l'urbanisme, au code de l'environnement ou au code forestier? Ça dépend des situations dans lesquelles on est. Le code de l'environnement, ça peut être intéressant donc pour cet article L350-3. On peut même imaginer qu'on puisse se référer au code du patrimoine pour la protection au titre des abords, parce que quand des arbres sont situés dans les abords d'un monument historique, ils sont protégés et leur abattage est soumis à déclaration préalable, et puis à avis conforme aussi de l'architecte des bâtiments de France, qui est sensible à ces problématiques de respect de l'intérêt paysager et naturel des lieux qui sont situés dans le périmètre. Donc, il faut toujours vérifier qu'on ne se situe pas dans ce cadre-là, donc code du patrimoine. Code forestier, évidemment, pour l'autorisation de défrichement. Si on voit que les parcelles ont une… Voilà, là, ça rejoint une autre chose que je voulais vous dire. Donc j'en profite pour ça. Oui, pour l'autorisation de défrichement. L'autorisation de défrichement, c'est le code forestier. Ça ne concerne pas seulement les bois ou les espaces, les terrains boisés qui seraient situés en forêt. Ça concerne aussi les terrains boisés qui ont une vocation forestière, mais cette vocation forestière, elle peut aussi être reconnue par le juge dans les zones urbaines. Donc, ce n'est pas parce qu'on est dans le… Si quand vous regardez, c'est ce que vous devez faire quand vous vous posez la question de contester, quand vous regardez le zonage dans le plan local d'urbanisme et que vous voyez que c'est situé en zone urbaine, ça ne vous interdit pas pour autant d'invoquer le code forestier, parce que cette vocation forestière de parcelle, elle peut être reconnue aussi en zone urbaine et peu importe aussi que, c'est ce que juge la jurisprudence, que les parcelles qui sont en nature de bois soient de qualité médiocre ou en quantité limitée. Il faut quand même invoquer, on peut quand même invoquer le code forestier. Puis le code de l'urbanisme, il est invocable dans plusieurs conditions, parce que, par exemple, on est en espace boisé classé, donc il faut toujours vérifier ça. On peut être en espace naturel sensible aussi. Là, c'est le département qui est compétent pour créer ces espaces naturels sensibles, mais donc il faut vérifier. Et ça se trouve en général dans les documents annexes au plan local d'urbanisme. Il faut aussi toujours vérifier que les éléments dont l'abattage est prévu, alors que ce soit un alignement d'arbres ou même des arbres isolés, n'ont pas été identifiés comme des éléments remarquables par le PLU au titre de l'article R151, L151-19 et L151-23 du Code de l'urbanisme, parce que les auteurs du PLU ont la possibilité d'identifier des éléments qu'ils veulent protéger. Ça peut être des arbres. Et donc, le porteur de projet peut essayer de le faire passer un peu sous le manteau. Et puis, en fait, il peut se trouver que c'était protégé. Je vous dis ça parce que j'ai eu 2 décisions qui ont été rendues récemment par le tribunal administratif d'Orléans, donc qui concernaient une commune à côté d'Orléans. Et on était dans un espace comme ça qui avait été identifié. Mais la fiche n'était pas très précise. Et le porteur de projet avait pensé que ça ne créait pas d'obligation à son égard. Mais le tribunal administratif a annulé la décision de non-opposition à déclaration préalable pour l'abattage, en estimant que non, le PLU prévoyait bien de replanter et de remplacer les arbres. Donc, ce n'était pas possible. Et puis, autre chose aussi, dans le 28 du côté de Chartres, il y avait tout un alignement d'arbres le long de la voie publique. Et pour pouvoir accéder au projet, le porteur de projet avait prévu d'abattre un arbre dans l'alignement. Sauf que cet alignement avait été identifié comme élément remarquable. Le juge administratif du tribunal administratif d'Orléans a estimé que même l'abattage d'un seul arbre dans cet élément remarquable portait atteinte à l'alignement. Donc, il faut vraiment regarder quand même précisément toujours les règles locales qui varient. Donc là, il n'y a pas de généralité, qui varient en fonction des différents documents d'urbanisme qui sont en vigueur sur votre territoire. Voilà, ça c'était pour cette question. Ensuite, autre question, comment protéger des arbres dans un parc public? Alors, j'ai cru comprendre que c'était le parc LR, HE2LER, qui doit être prochainement réaménagé par la mairie d'Antony, parce que la métropole du Grand Paris souhaite réouvrir la Bièvre.
Alors, je ne sais pas exactement de quoi il est question. Comment est-ce qu'on peut protéger les arbres? Je n'ai pas vérifié quel était le classement, je n'ai pas vérifié quelles étaient les règles applicables, ni si ça rentrait dans le cadre de l'article L350-3. Je suppose, parce que j'ai regardé sur Internet, qu'on en est encore à un stade qui est encore assez précoce de consultation. Évidemment, il faut se mobiliser, mais par des moyens qui ne sont pas forcément encore à ce stade juridique. Et ensuite, il faut regarder comment les arbres sont classés, comment ils sont protégés. Est-ce que ce sont des alignements? Parce que je ne sais pas, dans ce parc-là, quels sont les arbres qui seront touchés. C'est possible que ce ne seront pas la totalité des arbres et que le juge valide parce que ce sera juste quelque chose, parce qu'il y aura des mesures de compensation, je ne sais pas. En tout cas, pour l'instant, c'est sûr qu'il faut être vigilant et se mobiliser. Et là, je n'ai pas de réponse précise, malheureusement. Alors, j'en arrive aux autres questions qui ont été posées tout à l'heure. Donc, peut-être que ça va être un peu redondant, celles qui sont arrivées tout à l'heure vers 18h30. Un diagnostic phytosanitaire et ou mécanique est-il le seul moyen pour démontrer que l'état sanitaire ou mécanique des arbres présente un danger pour la sécurité des personnes ou des biens ou présente un risque sanitaire? Alors, non. C'est sûr que pour l'article L350-3, quand le porteur de projet entend se prévaloir de la dérogation qui est liée à l'état mécanique et sanitaire, l'article prévoit qu'il faut que le dossier de demande soit assorti d'une étude phytosanitaire. Donc, il faut qu'elle soit là. Mais, donc, oui, il faut que ce document soit présent. Donc, finalement, la réponse est peut-être oui. En tout cas, vous avez la possibilité de vous fonder sur tous les éléments pour apporter la preuve adverse, enfin la preuve contraire, apporter la preuve que non, l'étude phytosanitaire, elle ne tient pas, que les arbres ne sont pas malades, enfin que, voilà. En droit administratif, la preuve est libre, donc il faut convaincre le juge. C'est sûr que si on a une étude phytosanitaire faite en bonne et due forme et qui a l'air vraiment convaincante, vous, en face, il va falloir arriver avec des éléments vraiment très convaincants pour convaincre le juge du contraire. Parce que, et je le rappelle, la décision administrative, elle est présumée légale. Donc, c'est à vous de ramer pour convaincre le juge du contraire. Donc, dans une situation qui est très inégalitaire, vous avez bien vu, vous l'avez vu, et c'est pour ça que les collectivités ne sont pas enclines à négocier ou à changer leur projet, c'est parce qu'elles savent que souvent, le juge administratif leur donne raison. Mais donc, il faut quand même avoir des éléments très pointus et assez lourds pour pouvoir apporter la preuve contraire de ce qu'a apporté comme preuve le porteur de projet. Ensuite, un arrêté d'élagage ou d'abattage doit-il impérativement être pris par une municipalité avant d'élaguer ou d'abattre un alignement d'arbres? Alors, c'est l'article L421-4 du Code de l'urbanisme qui prévoit les hypothèses dans lesquelles il faut une décision expresse. Alors, il est où cet article? Je l'avais imprimé. Donc, c'est dans les hypothèses où il y a un document d'urbanisme qui a été prescrit. Donc, on a un PLU qui est en cours d'élaboration, mais il n'est pas définitif. Donc là, on estime que pour pas que éventuellement ça nuise au PLU, il faut une déclaration. Donc, dans ces cas-là, il en faut une, oui. Et puis, dans les espaces boisés classés, et aussi, pour ce que je citais tout à l'heure, les éléments remarquables qui ont été identifiés, il faut aussi une déclaration préalable. Donc, ça, c'est l'article L421-4 qui prévoit cette liste. Hormis ces hypothèses, si jamais c'est seulement un abattage d'arbres, malheureusement, non. La commune, enfin, si c'est le porteur de projet, c'est la commune ou tout autre porteur de projet, n'est pas obligé de faire une déclaration préalable, malheureusement. Ce qui fait que on peut ne pas être informé parce qu'il n'y aura pas eu d'affichage en mairie du dépôt de la demande. Et puis, il n'y aura pas eu d'affichage en mairie de la décision qui aura été accordée. Et il n'y aura pas d'affichage sur le terrain de la décision de non-opposition. Donc, concrètement, comment est-ce qu'on va pouvoir le contester dans les temps? Alors, heureusement, on a toujours la possibilité il y a toujours cette idée qu'on se rend compte finalement que l'administration, elle a ce projet-là parce qu'il y a des réunions au conseil municipal, parce que dans le bulletin municipal, la mairie, elle a commencé à faire état de son projet, ou parce qu'on en a parlé d'une manière ou d'une autre sur la page Facebook de la ville ou sur le site internet, ou qu'elle commence à agir dans un sens qui révèle
la décision. Donc, même s'il n'y a pas de décision de non-opposition à abattage, on peut avoir une décision qui est révélée par les agissements de l'administration et cette décision, on peut la contester devant le tribunal. Le tribunal admet que cette décision révélée, elle peut être contestée. C'est ce que j'avais eu à Châtelaillon. Mais il faut qu'on ait été bien informé au bon moment pour pouvoir contester cette décision, ce qui n'est pas toujours évident. Donc, la réponse était non, il n'y a pas d'impérativement, malheureusement. Donc là, j'ai encore une question. Y a-t-il obligation d'affichage pour cet arrêté? Oui, mais seulement pour les délais de recours. Alors, quel recours a posteriori? J'ai un peu répondu tout à l'heure à cette question, il me semble. Si on modifie radicalement l'aspect ou qu'on porte atteinte à une allée ou un alignement d'arbres. Le seul recours actuellement, c'est la responsabilité du porteur de projet ou de l'administration en faisant valoir qu'ils ont pris une décision illégale et comme toute illégalité est fautive, potentiellement, ça peut avoir entraîné un préjudice. Mais bon, il faut avoir un intérêt. Conférence en direct. Il faut avoir un intérêt à agir et à demander l'indemnisation du préjudice. On avait fait ça à Dinard. Il y avait eu sur le boulevard à Dinard, l'abattage des arbres avait été fait en 2 fois. Une première fois, on était arrivé dans les temps. Il y avait eu une décision de non-opposition à déclaration préalable. Donc, on l'avait contestée. Et puis, finalement, elle avait été retirée par le maire, parce qu'elle avait été signée par quelqu'un qui n'était pas compétent pour la signer, retirée. Donc, on se dit chouette. Et puis, donc, on est ultra vigilant aux nouvelles décisions qui vont être prises, aux nouvelles autorisations qui vont être accordées. Et en fait, le maire a délivré un permis d'aménager et puis il l'a exécuté dans la foulée. Donc là, on n'a pas eu le temps. On n'a pas eu le temps de saisir à nouveau le tribunal d'un recours, même d'un référé suspension en urgence contre ce nouveau permis d'aménager. Donc, on ne pouvait plus agir. Donc, en fait, on a fait un recours indemnitaire contre cet abattage illégal en demandant l'indemnisation du préjudice. Et les personnes qui avaient porté ce recours indemnitaire, c'était l'association. Donc, là-bas, c'était l'association Idéfix Aime les arbres. Et puis, une riveraine qui avait fait partie des premiers requérants contre la première décision qui avait été retirée en disant qu'on avait été floué parce qu'on avait eu un intérêt à agir, qu'on aurait eu un intérêt à agir et que notre intérêt avait été méconnu à cause de cet abattage illégal ensuite. Donc, ça n'a pas marché parce que le tribunal administratif de Rennes a estimé que pour les besoins du projet de réaménagement du boulevard, pour les travaux, pour les conduites d'eau potable, de gaz, de tout, c'était justifié. Donc, ils n'ont pas reconnu la responsabilité de l'administration, mais c'est ce qu'on avait tenté de faire par ce biais-là du recours indemnitaire. Et donc, voilà. Et puis, du coup, j'ai fini les questions qu'on m'avait posées. Enfin, j'espère avoir répondu à toutes les questions qui m'ont été posées. Si ça n'a pas été suffisamment précis, si vous avez d'autres questions, je ne sais pas quelle heure il est, on peut peut-être avoir un temps d'échange. Et je vous laisse la parole. Ouais. Thomas, oui, il est 19h53, donc voilà. Alors, Thomas. Si je peux me permettre, est-ce que Maître, vous auriez le temps pour pousser peut-être 20 minutes de questions, un quart d'heure, 20 minutes? Oui, je pense qu'on peut se dire 20h15, ce serait bien. Voilà, c'est parfait. Ouais. Donc, oui. Écoutez, on laisse la parole libre aux personnes qui le demandent. Vous avez la possibilité de lever la main. Voilà, vous appuyez en bas à droite, il y a 3 petits boutons, il y a marqué lever la main comme je viens de le faire. Vous levez votre main et puis on va essayer. Angela, je te laisse gérer parce que je suis sur un téléphone et je ne pourrai pas avoir toutes les personnes. Voilà. Alors, merci. Donc, je vais Marie-Noël et ensuite il y a Olivier de Lavore. Marie-Noël de GNSA de Vincennes et Olivier GNSA Lavore. Bois de Vincennes, pardon. Je vais prendre des notes parce que, comme je vous ai dit, je n'aurai peut-être pas toutes les réponses. Ouais. Bonsoir Maître, bonsoir à tout le monde. J'ai une question sur des arbres d'alignement qui se situent devant le château de Vincennes. J'ai obtenu le rapport phytosanitaire qui prévoit d'abattre un certain nombre d'arbres. J'ai fait une contre-expertise qui est beaucoup plus favorable pour les arbres. J'ai fait une recommandée à la préfecture pour demander bien sûr autorisation préalable et j'ai fait part de la contre-expertise et j'ai fait la même chose à la mairie. À ce jour, je n'ai aucune réponse de personne. J'ai relancé à 3 reprises la mairie, même pour rencontrer l'expert qui a fait la contre-expertise.
Aucune réponse. Aujourd'hui, j'ai vu que les enclos autour des arbres à abattre étaient agrandis, comme si effectivement ils allaient abattre bientôt. Qu'est-ce que je peux faire du fait que je n'ai pas de réponse? Merci beaucoup. Alors, de ce que je comprends, c'est qu'il y a un projet qui est porté par une collectivité publique. Oui, alors c'est Oui. la mairie, effectivement, C'est la- et le rapport phytosanitaire, l'expert, c'est un expert de l'ONF, a bien prévu que ce rapport a été mandaté par la mairie en vue de travaux. Je n'ai aucune information sur les travaux et je n'arrive à en avoir aucune. Si, je ne sais pas depuis combien de temps vous faites des demandes, alors là, vous pouvez toujours continuer, comme je disais tout à l'heure, saisir la CADA, je ne sais pas si c'était vous qui aviez fait ce recours ou pas, puis demander, puis attendre, mais sauf que là, manifestement, vous n'avez pas le temps. On parlait tout à l'heure, c'est ce que disait Thomas, qu'il y a les actions juridiques et puis il y a aussi la mobilisation citoyenne. Là, je ne sais pas si vous êtes nombreux ou pas, ça peut avoir un effet, mais quand on arrive au moment où on a l'impression que les arbres vont être abattus, la mobilisation citoyenne, peut-être qu'il faut la mettre de côté, enfin en tout cas que peut-être que vous pouvez porter un recours, et je me dis que là, vu ce que vous me dites, le seul moyen de faire bouger la commune, parce que souvent, c'est que comme ça qu'on les fait bouger, c'est de saisir le juge. Saisir le juge, alors le problème c'est que vous me dites que vous ne savez pas quelle est la décision, il n'y a pas de décision, vous ne l'avez jamais communiquée, ni celle de la mairie, ni celle du préfet, puisque Oui. si c'est un alignement d'arbres, le préfet il doit avoir été saisi aussi, et que si jamais c'est un projet d'alignement, un projet de, comment ça s'appelle, enfin, normalement, en tout cas, il doit avoir ou déclaration préalable ou il y a 2 décisions à attaquer que vous n'avez pas. Moi, ce que je ferais, c'est que je ferai un recours pour excès de pouvoir, donc demander l'annulation de la décision d'abattage, qui est révélée par les agissements. Là, pour le coup, typiquement, c'est révélé par les agissements de l'administration. Puis vous listez tous les agissements qui sont, dont vous venez de me parler. Et parce que vous ne l'avez pas, qu'on ne vous a jamais communiqué de décision, donc vous estimez qu'il n'y en a pas de décision express. Et puis, parce que vous n'avez pas le temps d'attendre que le juge administratif se prononce sur le fond, faire un référé suspension, donc demander en urgence la suspension de cette décision. Et là, vous allez avoir la commune qui va vous répondre en disant « Mais non, on a bien une décision, on a bien saisi le préfet. » Bah oui, dites-le nous, montrez-le nous, et puis peut-être qu'on va pouvoir aussi discuter de la légalité de votre décision. D'accord. Alors, je n'ai pas l'habitude. Le recours, vous le faites auprès du tribunal Là, d'après ce que je comprends, si c'est un projet mené par une collectivité publique, c'est le tribunal administratif. Alors, Vincennes, je ne sais pas exactement quel TA en région parisienne ça va être. Je chercherai. Mais il faut identifier la compétence territoriale. Et si vous vous trompez, de toute façon, le tribunal administratif, il transmet au bon tribunal. Donc, en plus, ça, c'est plutôt positif parce qu'on peut s'être trompé, mais c'est transmis à la bonne juridiction, donc tant mieux. Donc, il faut faire un recours contentieux devant le TA, tribunal administratif compétent, en demandant l'annulation de la décision. Et vous assortissez ce recours, donc on appelle un recours pour excès de pouvoir, ce recours en annulation d'un référé suspension. Mais attention, le référé suspension, je dis ça pour d'autres fois, il ne se fait pas tout seul. Le référé suspension, il s'adosse forcément à un recours en annulation. Donc, c'est pour ça que je vous dis, faites un recours en annulation assorti d'un référé suspension. Et là, il me faut un avocat ou je peux le faire? N'importe quel citoyen peut le faire. Vous pouvez le faire toute seule. Oui, vous pouvez le faire toute seule. Alors après, il faut faire attention d'avoir un intérêt à agir. Il faut que la personne qui porte le recours ait un intérêt à agir. Donc, ou vous, avec les statuts de l'association, mais je ne sais pas s'il y a des associations locales, parce que les associations nationales, avec leur ressort géographique national, en général, elles n'ont pas d'intérêt pour contester des décisions locales. Ah oui, alors là, ça serait le GNSA. Le GNSA est national, oui. Voilà, donc si vous n'avez pas d'association locale pour porter, et en plus, il faut un riverain. Il faut quelqu'un qui serait un riverain ou une association pas d'intérêt, qui protège le patrimoine. À Vincennes, je suppose qu'il y a des choses comme ça. Non, parce qu'en fait, il n'y a pas de riverain, puisqu'on est dans le site historique du château, donc il n'y a pas de riverain du tout, et que de toute manière, les architectes, l'AFB ne fera rien, ne bougera pas, je les connais, ils ne bougeront pas. Ok, merci beaucoup. J'ai juste une deuxième question. Un arbre d'alignement, vous avez dit qu'il fallait au moins que ce soit 2 arbres alignés. Je m'explique. Les arbres qui sont autour d'une fontaine classée, est-ce que les arbres d'alignement doivent être, c'était une question idiote, est-ce qu'ils doivent être absolument droits? C'est-à-dire que est-ce que les 2 arbres doivent être vraiment alignés ou est-ce qu'ils sont en rond, c'est plus de l'alignement? Je vais vous dire, je n'ai pas la réponse. En tout cas, vous pouvez toujours soutenir que c'est le cas, tant que ça borde une voie ouverte à la circulation publique. D'accord, oui, tout à fait, c'est le cas, oui. Mais sinon, c'est ça la question, oui, je ne sais pas.
Et tant qu'un juge ne s'est pas prononcé dessus et que le Conseil d'État n'aura pas dit OK, mais en tout cas, il faut le soutenir. Il faut le soutenir. Merci beaucoup. Oui. Excusez-moi, je crois que c'est le théâtre de Melun pour Vincennes. Hein. Précision. Merci. D'accord. Et je donne la parole à Olivier et Sandrine. Le siège social du GNSA est dans le 94. Donc, on dépend du même Vincennes et l'Île-et-Rose. Le siège social du GNSA, le siège national, est à l'Île-et-Rose dans le Val-de-Marne. Vincennes est également dans le Val-de-Marne, on est bien d'accord? Oui, mais ce n'est pas le siège social. C'est vraiment le ressort d'action qui ressort de l'objet social. D'accord, ok. Alors, je ne sais pas comment est rédigé votre objet social. Bon, mais on va regarder, ouais. On Ouais. va regarder ça. Olivier, et ensuite, il y a Sandrine qui est du GNSA de Meaux. Voilà. Oui, bonjour à tous. Bonjour maître. Moi, j'ai une question relativement simple, encore que. Qu'est-ce qu'on peut faire quand une commune, à plusieurs reprises, a porté atteinte à un alignement d'arbres? Alors, quand je dis porter atteinte, ce n'est pas définitivement, c'est-à-dire pas un abattage, mais des élagages drastiques, des atteintes au système racinaire, et que malgré les réunions, etc., ça continue. Est-ce qu'on a à un moment donné moyen de porter plainte, tout simplement? Oui, parce que vous avez, il y a plusieurs. Alors, je pourrais vous renvoyer plusieurs textes, mais oui, il y a plein d'articles qui prévoient les atteintes, qui prévoient que même, il me semble que c'est peut-être une infraction pénale, mais en tout cas, il y a pas mal de choses qui permettent. Oui, si jamais ça porte atteinte à la biodiversité. Alors là, je n'ai pas les articles en tête, mais c'est une question que je note. Et je sais, là, je vous renverrai un email qui vous sera transféré. Oui, il y a des choses à faire. Et dans ce cas-là, auprès de qui on porte plainte? Est-ce que c'est le tribunal judiciaire? Si c'est une Est-ce que c'est le tribunal administratif? si c'est une infraction pénale, quand vous me dites porter plainte, moi j'entends infraction pénale. Donc porter plainte parce que c'est une infraction pénale, là c'est auprès du procureur. Vous portez plainte auprès du procureur et le procureur décidera si oui ou non il a envie de poursuivre. Après, il y a d'autres choses que j'ai en tête, mais je ne voudrais pas dire de bêtises, donc je ne vais pas m'avancer. Je préfère vous envoyer quelque chose par écrit ensuite qui vous sera transféré. Ça n'est pas forcément du pénal, ça peut être d'autres choses aussi. Ça peut être aussi la responsabilité civile de la commune. Parce que là, j'ai un exemple à l'instant, hein, juste avant de démarrer la visio, je passe dans ma commune et sur le bord de la route, des travaux entre deux arbres d'un alignement, travail à la pelle mécanique, système racinaire de mycocouliers qui ont plus de 50 ans, qui est complètement arraché. Les arbres n'ont pas été abattus, ils n'ont pas, je pense, l'intention de les abattre. Ils vont reboucher tout ça, remettre du béton par-dessus, mais les arbres, ils vont en faire les frais. C'est une certitude. Donc, et ce n'est pas la première fois. Moi, j'ai eu plusieurs réunions avec la mairie qui, en justement leur demandant, quand il y avait des travaux, de faire attention au système racinaire, de faire attention au tronc, etc. Et que ce n'est toujours pas fait, quoi. Donc, je pense que tant qu'on sera gentil avec des communes qui ne jouent pas le jeu, ça n'avancera pas. Voilà, c'était surtout ça ma question. Oui, je vais vous envoyer quelque chose. Je ne voudrais pas dire de bêtises et puis ne pas être assez complète, donc, parce que c'est quand même important comme question. Super. Merci beaucoup en tout cas. Oui, Sandrine. Bonsoir tout le monde, bonsoir maître. J'avais une petite question. Donc, à Meaux, on est un peu dans le même cas que les collègues avec beaucoup d'atteintes aux arbres, enfin des abattages qui ont eu lieu très récemment. Et une révision du PLU qui vient d'être votée en conseil municipal. Et du coup, en fait, on est, au GNSA Meaux, on est peu nombreux, on est peu qualifiés. Et on essaye de concentrer nos efforts en fait sur un peu l'essentiel. Et on aimerait avoir un petit, enfin vraiment les bases sur quoi on pourrait se pencher sur le PLU pour essayer de faire en sorte d'identifier l'essentiel à préserver, sachant qu'on n'est pas du tout des experts et qu'il y a une espèce de mouvement qui vise un peu à bétonner notre ville. Alors, je ne sais pas si vous me dites que le PLU a été révisé ou il est en cours de révision. Non, justement, en fait, le conseil municipal vient de voter la procédure de révision du PLU. Donc, on va entrer dans la période d'enquête publique, etc. Et nous, pour le moment, on sait que ça va avoir lieu, mais on ne sait pas tellement. En fait, on voudrait prioriser
notre attention sur des points de vigilance à avoir, mais on ne sait pas par où commencer en fait. Alors après, c'est là ce que je disais, c'est important les normes locales, parce que c'est elles qui décident ou de protéger ou de ne pas protéger. Je ne sais pas du tout quel est le périmètre, l'ampleur du territoire de la commune, mais oui, l'idée, c'est de participer, si vous pouvez, à cette enquête publique en faisant valoir des observations, éventuellement, s'il y avait lieu au commissaire enquêteur ou à la commission d'enquête, en observation à laquelle la commune devra répondre. D'ailleurs, c'est peut-être même pas mot, c'est pas intercommunal maintenant, non, ça reste Alors, il vraiment y a une interco et il y a, enfin là, on parle du PLU de mots, la hein. commune. D'accord, Oui, ils n'ont tout pas à encore fait. fait le PLU, ok. Donc, il faut voir donc, participer à la commission d'enquête, faire présenter des observations. Ces observations-là, la commune devra y répondre et puis le commissaire enquêteur donnera un avis, rendra un avis. Donc, et puis ensuite, le conseil municipal décidera d'y faire droit ou pas. Ce qu'il faut vérifier, mais c'est vérifier que les espaces agricoles, les espaces naturels tels qu'ils sont aujourd'hui identifiés par le PLU, ça ne va pas bouger, qu'il n'y aura pas de restrictions, que les éléments qui avaient pu être ou boisés, qui avaient pu être classés, ou que les éléments remarquables qui avaient déjà été identifiés, le reste. Ça peut être aussi le moment de proposer éventuellement que des éléments que vous trouvez, vous, remarquables ou importants à protéger, qui ne sont pas encore protégés par le PLU, de soumettre la proposition au conseil municipal de les protéger. Donc, je parlais tout à l'heure des articles L151-19 et L151-23. Donc, être force de proposition, ça, surtout dans le contexte actuel où je pense que les gens même les conseillers municipaux sont plus sensibles. Là, a priori, je n'ai pas d'autres réponses plus précises. Mais en tout cas, alors, je ne sais pas sur quoi portent les révisions. Donc, vous parlez d'une délibération qui a déjà été adoptée par le conseil municipal qui prévoyait le principe de la révision. Je ne sais pas s'ils ont déjà précisé sur quoi allait porter la révision. Donc, il faut vérifier que ce sur quoi porte la révision justement, ne va pas à l'encontre des intérêts que vous défendez. Et sinon, il faudra présenter des observations sur ces points-là auxquels vous vous opposez. D'accord. Pour le coup, je pense que c'est sur l'ensemble du PLU. Et déjà, vos conseils, enfin, ça donne déjà des pistes et Normalement, ça peut déjà nous être utile, en fait. Ouais. Normalement, dans la délibération, même si c'est une révision de l'ensemble du PLU, et c'est vrai que la révision, ça peut aller plus loin qu'une simple modification, mais normalement, le conseil municipal doit préciser ce sur quoi va porter la révision. Donc, il faut regarder précisément. D'accord, mais on reste sur des termes très, très généraux avec des préoccupations de développement durable, mais Oui. tout ça, en Alors, fait, est très, très flou. Après, souvent, pendant l'enquête publique, ce qu'ils font quand c'est mis à disposition, dans certaines procédures dans lesquelles moi j'ai rédigé des observations, vous avez au cours de l'enquête publique mis à disposition des nouveaux documents tels qu'ils sont proposés à l'adoption, qui sont proposés à l'enquête publique, en mode suivi des modifications. Donc, vous voyez ce qui change dans le règlement, vous voyez ce qui change dans le PADD, dans le rapport de présentation, ce genre de choses, qui vous permet d'identifier ce qui pourrait poser problème comme révision. Alors, ce qui est proposé, je pense que c'est vraiment la mise à disposition du PLU existant. La concertation porte sur les modifications que les Meldois, enfin les habitants de Meaux pourraient apporter, et c'est tout en fait. Oui, mais normalement, au cours de l'enquête publique, vous aurez la mise à disposition des documents révisés et qui identifient. Alors là, ça vient juste de commencer, donc il n'y a pas encore l'enquête publique. Mais au cours de l'enquête publique, il y aura normalement la mise à disposition avec l'identification de ce qui est modifié. D'accord. Donc très bien. J'ai bien noté donc des espaces donc les espaces agricoles qui ne bougent pas, les espaces boisés ou remarquables qui ne bougent pas non plus, et proposer en fait de nouveaux éléments à intégrer sur la préservation. Très bien. Merci beaucoup. Il y a d'autres questions? Non? Sandrine, je veux bien que tu baisses ta main. Et Thomas, si tu peux reprendre la parole. Merci. Oui, écoutez, c'est 20h10. Je pense qu'il n'y a pas d'autres questions, c'est très bien. En tout cas, moi, je vous remercie, Maître, parce que
je m'aperçois qu'il y avait pas mal de demandes et ça fait un petit moment que les groupes locaux demandaient à ce qu'on fasse des choses juridiques. Alors, si vous le permettez, Maître, on verra peut-être… on peut le refaire de temps en temps. Moi, ça ne me pose pas de difficulté. C'est ce que j'allais vous proposer, vous réinviter à refaire des petites interventions, justement, parce que parfois, il y a des sujets bien précis et c'est vrai que, il ne faut pas se voiler la face, Maître, ce sont que des bénévoles, toutes ces personnes-là, les groupes locaux. C'est de l'argent qui est engagé souvent, parfois, face à des municipalités qui elles-mêmes repartent en justice avec le même argent de ces pauvres contribuables qui donnent l'argent à la municipalité. C'est facile de prendre l'argent de la mairie, mais voilà, donc toujours trouver des moyens, c'est compliqué. Et si on a déjà des éléments de langage, eh bien, c'est beaucoup plus facile pour les groupes locaux, ils avancent beaucoup plus vite et puis on voit qu'on n'a pas affaire à des gens qui connaissent rien, quoi. Donc, en tout cas, voilà, je vous remercie. On essaiera de remettre ça en place et puis de vous préparer les questions à l'avance. Je trouve que c'est très bien parce que au final, on avance très vite. Et après, ça permet aussi, s'il y a quand même des échanges qui se font derrière, c'est bien. Donc, voilà, moi, pour ma part, je vous remercie pour votre intervention. Et puis, voilà, au nom de tous les groupes locaux, écoutez, voilà. Là, je regarde un petit peu les commentaires qui m'ont fait. Il y a quelqu'un qui dit on pourrait faire une session, comment déposer un recours administratif. Ça, on peut faire aussi des points de procédure. Enfin, il n'y a pas de souci, on peut voir. Il n'y a pas de… Voilà, donc à revoir. Et puis, du coup, j'en profite, parce que vous l'avez peut-être vu passer, mais après, je vous laisse, parce que il faut que je m'en aille. Mais le Conseil d'État vient de… Alors, je parlais des référés suspension, du référé suspension comme procédure d'urgence tout à l'heure. Il y a aussi une autre procédure d'urgence, mais là, qui est une procédure d'extrême urgence, c'est le référé liberté. Ce n'est pas toujours évident de se situer dans ce cadre. Moi, je ne le conseille pas forcément. Mais en tout cas, dans le cadre du référé liberté, le Conseil d'État vient de reconnaître une nouvelle liberté fondamentale qui est le droit de chacun de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé. Super. Donc, le droit à un environnement sain, c'est une liberté fondamentale au sens du référé liberté. Donc, ça veut dire que pour que le Conseil d'État reconnaisse cette liberté, alors en l'espèce, il n'a pas fait droit à la demande, mais en tout cas, c'est quand même… Et donc là, c'est une décision toute récente du 20 septembre 2022. Donc voilà, c'est quand même des problématiques. Quand on arrive devant un tribunal administratif et que le Conseil d'État, qui est la Cour suprême, a reconnu quelque chose, un droit de ce genre, on est dans un environnement qui est plus favorable. D'accord. Voilà. Bien. Est-ce que, juste une dernière question, Maître, est-ce que vous sentez que les choses frémissent et les choses sont en train de bouger en termes de protection de l'environnement et notamment des arbres aussi? Je ne pourrais pas m'avancer, j'ai envie d'y croire et d'espérer, et c'est pour ça que je me bats. Mais oui, je pense qu'on a des juges qui sont plus sensibles, même aujourd'hui, parce que c'est des citoyens comme nous, qui sont peut-être plus sensibles à cette problématique. Non, mais je voulais partager ce sentiment avec vous, parce que moi, j'ai l'impression qu'il y a pas mal de jugements qui sont rendus quand même maintenant en faveur de l'environnement. Donc, voilà, de plus en plus, j'ai l'impression. Voilà. Bon, écoutez, je vous remercie, Maître. De rien. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Bonne soirée. Merci. Et puis à très vite. Moi aussi. Je peux dire juste le dernier mot, donc parce que des questions, les gens me demandaient, oui, si on avait pu prendre toutes les notes et tout ça. Ce qu'on a dit à tout le monde, c'est que cette réunion a été enregistrée et qu'on va la diffuser si personne n'y voit d'inconvénient, parce que certains ont monté un peu leur petite tête. Ça va être sur la chaîne YouTube, mais du GNSA, d'accord? C'est juste, voilà. Mais alors, moi, je voulais savoir si ça ne posait pas de problème. Sachant qu'en plus, je parle très vite. Donc, c'était sans doute compliqué de prendre des notes de toute façon. Oui, voilà, tout le monde a c'est mon gros défaut. Voilà, mais c'est juste pour que les gens puissent aller écouter, parce qu'il y a des gens qui nous ont aussi demandé sur Facebook s'il y allait avoir un replay ou autre. Et comme moi, je ne suis pas très au fait des replays, des webinaires et tout ça encore. Donc, pour l'instant, voilà. Et puis, moi, je me permettrai, Maître Annick, de vous envoyer peut-être un petit mail, parce que voilà, j'ai moi des questions après, on échangera. Et puis, les documents que vous vouliez envoyer à Olivier. Oui, je ferai ça demain matin. Envoyer à moi, puis je vous transmettrai. D'accord. C'est tout. Merci. Bonne soirée à tout le monde. Alors. Bonne soirée à tous. Bonne soirée à tout le monde. Au revoir.